les yeux un instant, imaginez un lieu où chaque idée compte, où chaque question trouve son écho et où les esprits curieux se rencontrent pour explorer le monde sous toutes ses formes. Bienvenue dans La Voix de la Pensée, une émission qui n'est pas seulement un espace de discussion, mais un voyage au cœur de la réflexion. Ici, nous plongeons dans les grandes questions de l'existence, de la société, de la spiritualité, de la foi, le mystère et avancée de la science, mais aussi les trésors de la littérature. Voix de la pensée est un échange avec tous ceux qui veulent aller plus loin que la surface, les libres penseurs, les poètes qui sculptent le mot, les philosophes qui interrogent le sens de la vie. Suivez-nous sur Faya Télévision chaque samedi à partir de 16h05 et chaque lundi à partir de 10h05 pour la rediffusion. Et la pédagogie de la peur, elle fabrique des esclaves quand un peuple a besoin des citoyens, a déclaré Thomas Sankara. Chers téléspectateurs, fermez les yeux un instant et imaginez le Congo comme un grand livre de l'histoire où on retrouve des récits de lutte, d'espoir, d'espérance, de persévérance, mais aussi d'ombres persistantes. Mais parmi ces ombres, une question ne cesse de revenir, la dictature. Souvent décrite comme une entrave et parfois présentée comme une étape nécessaire, elle s'impose dans notre mémoire collective. Mais aujourd'hui, si nous la regardons autrement, selon la théorie de la linéarité primaire, c'est-à-dire une seule idéologie à laquelle un peuple est impérativement soumis, est-ce que ce régime dictatorial peut être considéré comme un parchemin vers le progrès social et politique? Alors, pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour le tout premier rendez-vous de ces programmes Voix de la Pensée, un penseur et un professeur des renom, le professeur Jacquim Pungunglinda Saïdi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs, les téléspectateurs. Alors, professeur, avec vous, on échange sur la question, dans le contexte congolais, la dictature comme étant un paradigme linéaire. Est-ce que ce régime dictatorial peut être considéré comme un parchemin vers le progrès social et politique? Alors très vite, on va commencer par cette question de savoir tout d'abord, qu'est-ce que le paradigme de linéarité primaire? Comment vous définissez de manière brève ce paradigme? Bien, on peut définir ce paradigme comme étant un faisceau théorique dans lequel on voit une logique de relation de cause à effet. Mais le dire comme cela, si ce n'est pas encore complet, on peut dire que c'est le paradigme dans lequel on trouve un émetteur extrêmement vertueux et diseur de vérité face à un récepteur qui doit absolument tout recevoir. Le paradigme de linéarité, c'est ce paradigme où l'émetteur est tout-puissant et exerce un impérium sur le récepteur. Et ce paradigme, c'est en fait la boîte d'un système simple. On est en train de dire, de comprendre des choses. On les dit telles qu'elles sont prononcées et on attend des résultats et ce sont effectivement ces résultats qui apparaissent. Alors dans le contexte où nous considérons la dictature comme un paradigme linéaire, selon la manière dont vous venez d'ailleurs de définir ces paradigmes, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui la dictature comme étant une étape nécessaire vers le progrès social et politique? Bien. Est-ce que le progrès est possible venant comme une génération spontanée? Le progrès est un processus qui s'apprend. Il a des vertus, mais il a aussi des comportements, des attitudes à devoir prendre. Donc, il faut le préalable d'abord d'un dictat. Il faut qu'il y ait un enseignement qui donne préalablement toutes les règles du jeu. Et donc là, nous nous situons devant un
paradigme de linéarité, avant que le récepteur ne puisse intégrer toutes les règles du jeu, il doit subir ce paradigme de linéarité. Lorsqu'on parle de démocratie, mais la démocratie, elle a des exigences. Vous ne pouvez pas donner cours de mathématiques si vous n'avez pas le préalable des prérequis, le calcul, la géométrie, les fractions, l'algèbre. Vous ne pouvez pas. Et donc, il y a une linéarité qui s'impose d'abord. Lorsque vous avez appris, vous pouvez alors débattre. C'est-à-dire, cette linéarité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la juger. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait un esprit éclairé. Il faut des philosophes. Autrement dit, un dictateur. Je n'ai pas encore dit cela. J'ai dit, il faut d'abord que la société soit dotée de philosophes, de sociologues. En fait, les sciences sociales. Les sciences sociales sont un atout pour une société. Lorsque les sciences sociales ont permis aux citoyens de profiter des enseignements, et alors, un imaginaire collectif peut naître. On veut faire une société, on veut créer une société. On subit une expérience collective. On découvre les vertus. On découvre les valeurs et les antivaleurs. On les dissèque. Une fois qu'on est d'accord sur ce qui est valeur et ce qui est anti-valeur, alors des autorités peuvent émerger et transmettre d'abord les informations de manière linéaire des valeurs pour que la société se retrouve. On ne peut pas faire confiance à une explosion générale où on comprend et tout le monde veut comprendre les autres. Okay. C'est impossible. Il faut que la linéarité s'impose et que cette linéarité soit éclairée. Que cette linéarité ne soit pas là pour des raisons, je dirais, d'intérêt personnel. Okay. Que cette linéarité soit commandée par quelqu'un qui a une vision. Par des personnes qui sont dotées d'une bonne foi. Oui, ce qu'on appelle une dictature éclairée. Okay. C'est-à-dire, avant de mettre un pays en ordre, une société en harmonie, il faut que tout le monde soit d'accord sur les principes de vie. Mais les principes de vie, ce n'est pas tout le monde qui décide en même temps, c'est un visionnaire qui l'impose et qui fait prévaloir ce qui est bon. Alors ici, si on rentre encore sur le contexte de la dictature comme linéarité primaire, selon la manière dont vous êtes en train de l'expliquer, est-ce qu'il y a une mauvaise dictature, une mauvaise linéarité primaire? Parce que là, vous êtes en train, si je comprends bien, vous êtes en train de parler d'abord d'une bonne linéarité, où oui, on enseigne des bonnes valeurs, oui, où on établit, on instaure un bon système auquel un peuple doit s'accrocher. Mais est-ce que vous distinguez, vous faites une différence entre une mauvaise linéarité et une bonne linéarité? Oui, nécessairement. La linéarité que je dirais négative serait une linéarité qui ne convient qu'à une partie de la population contre une autre. Ou alors, c'est une linéarité qui convient personnellement à une poignée de personnes contre la majorité des personnes. C'est ce qu'on appelle une dictature. Elle a aussi le nom de dictature, mais c'est une dictature qui s'impose par la force,
par la brutalité, hein, et par je dirais, le mensonge à la fin, mais par ce qu'on peut appeler la démagogie. Ok. Par l'usurpation. En fait, ce sont des usurpateurs de pouvoir, parce que lorsqu'ils prennent le pouvoir, il y a une confiance collective qui s'installe, parce qu'on attend que ce pouvoir vienne donner des solutions, de manière générale pour tous, parce que on a décidé qu'il y a une société qui doit vivre une expérience commune, qui doit construire un édifice culturel, un édifice social, ensemble. Alors, effectivement, il y a des règles à suivre, parce que toutes ces personnes ne viennent pas avec la même idée, avec le même sentiment, ou avec la même compréhension ou interprétation. Toutes ces personnes viennent avec l'éducation, l'expérience que chaque personne a eue. Ok. Donc il est difficile de se mettre ensemble comme cela. Il faut qu'il y ait un metteur d'ordre qui dise, oh là, voilà, on a défini telle règle pour que l'ensemble de la population puisse se retrouver. Cette linéarité-là, elle vient d'une vision, d'un visionnaire, et je pense que cette dictature éclairée est le départ de toute population qui se veut gagnante. On ne peut pas imaginer, comme on veut nous le faire croire, que voilà, on entre dans la démocratie. C'est la démocratie. Faites la démocratie. Okay. Mais la démocratie est exigeante. Elle demande une discipline terrible. Mais pour avoir cette discipline, il faut un engagement, il faut un apprentissage. Regardez les peuples qui ont la démocratie aujourd'hui. Prenons l'exemple de la France. Combien de républiques ils ont eu? Parce que au départ, c'était des peuples théocratiques. Oui. C'était la religion catholique, avec ses inquisitions. C'était quasiment... On était dans une linéarité primaire. Et puis, l'Europe a fait sa révolution. Elle a voulu chercher une démocratie à la place de la théocratie. Mais le chemin était long. Le cas de la France, on est passé de la royauté. Lorsque Louis XVI est tombé à la Révolution française, on a eu combien de républiques et combien d'empires avant d'arriver à la 5e République qui fait croire aujourd'hui à tous les Français que c'était le summum de la démocratie. Combien de républiques et combien d'empires il y a eu? Avant la 5e République, il y a eu 4 républiques et 3 empires. Mais ce ne sont pas des démonstrations de démocratie. Avant d'arriver à la 5e République, qui a bien commencé, mais qui aujourd'hui est en train de mal terminer. Mais nous aujourd'hui, en RDC, qui vivons la démocratie, nous venons... Mais quelle démocratie nous vivons? Nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en République démocratique du Congo. Oui, nous sommes en train de nous tromper parce que les néocolonialistes ont voulu nous jeter la patate chaude en disant, voilà, vous êtes dans la démocratie, on va vous imposer une démocratie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les Congolais sont capables, dans les 100 millions de Congolais que nous sommes, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de créer ensemble la démocratie sans passer par un apprentissage? Est-ce que c'est possible? Nous serions des extraterrestres? Je ne pense pas. En fait, si nous parlons de la République démocratique du Congo, je pense que celui qui a essayé de construire un édifice social, c'est Mobutu. Et vous pensez parce que c'était autorisé okay.
Il a dit, ce n'est plus la République démocratique du Congo, c'est la République du Zaïre. Il avait enlevé l'adjectif démocratique. Et il a imposé... C'était dans le but de remettre... Et il a imposé, avec l'autorisation de l'Occident, cette dictature. Aujourd'hui, l'Occident nous dit, non, tous les régimes qui doivent venir doivent être des démocraties. Bon, nous acceptons, on va dire République démocratique du Congo, mais vous voyez qu'il a toujours été difficile pour tous les présidents de réussir cette démocratie. Oui. Alors, disons que vous êtes en train d'appuyer la dictature de Mobutu, laquelle insulte... Je n'appuie pas la dictature, je dis qu'au départ, elle était une très bonne idée. Au départ, elle était une très bonne idée. D'ailleurs, quand on regarde... C'était une dictature. C'était une dictature unilatérale, Okay. Et elle avait très bien commencé. Moi, j'étais enfant, j'étais en 5e, 6e primaire. Cela a très bien commencé. Nous étions tous heureux de suivre Mobutu dans le chemin, sur le chemin qu'il nous présentait. Et puis, les années qui ont suivi, à partir de 1971, il a dégamé. Il y a eu malheureusement des sorties de route, comme on peut dire. Et alors, le début de l'échec a commencé. Et de manière brève, quelles sont ces sorties de route qu'il y a eu? Bon, la première sortie de route, c'est sur une bonne idée. Okay. Sur une bonne idée, Mobutu avait décidé de zaïrianiser toutes les industries qui étaient installées au pays. C'était une bonne idée parce que l'idée est celle-ci: pourquoi c'est toujours les étrangers qui sont riches et les Zaïrois doivent travailler pour eux? On peut créer une classe moyenne en mettant des Zaïrois à la tête de certaines entreprises, etc. Mobutu, c'était la meilleure idée qu'il avait, mais il devait préparer ces Congolais. Malheureusement. Malheureusement, on n'était pas préparé. On n'était pas préparé, ça veut dire quoi? Qu'il y avait quand même des Congolais capables, puisqu'il y avait des universitaires, il y avait des économistes, il y a de tout. Des intellectuels. Oui, mais on n'était pas préparé à la cohésion sociale. Tout autour de Mobutu, il y a eu des gens qui l'ont bien entouré, qui l'ont un peu emprisonné pour lui dire, bon, toutes ces choses-là, c'est pour nous. Alors c'est une catégorie de personnes qui s'est installée et qui a mal géré ce qui leur avait été confié. Et les personnes qui devaient être remboursées et qui étaient retournées dans leur pays d'origine, toutes ces personnes n'ont pas été remboursées comme cela était entendu. Et donc nous avons commencé, c'était le début de notre déclin et de la crise qui n'a plus cessé. Jusqu'à ce que nous soyons dans la démocratie aujourd'hui, dans ce que nous appelons démocratie, si vous voulez bien. Bon, ce que nous appelons démocratie, c'est parce que c'est un générique que nous voulons bien. Regardez bien l'Afrique, généralement, je ne parle pas de la République démocratique du Congo, je regarde l'Afrique. Comment l'Occident nous a trompés en créant des élections partout, alors qu'ils avaient déjà décidé de qui dirigerait tel pays et tel autre pays. Donc ce n'est pas vraiment la volonté des peuples. Si on comprend bien, la démocratie dont nous parlons en Afrique, peut-être précisément aussi au Congo, n'est qu'une démocratie transparente. Transparente. Au contraire, moi je ne les trouve pas transparentes. Quand je vous dis que l'Occident décide de qui sera le dirigeant de tel pays, tel autre pays. C'est-à-dire, elle n'existe presque pas. Ça veut dire que la démocratie, en fait, elle est maquillée, elle est boutée dehors. En fait,
ces personnes que l'on a mises dans tous les pays ont servi quels intérêts? Ils ont servi les intérêts de leur maître. C'est ce qu'aujourd'hui contestent les États du Sahel. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se sont rendus compte qu'ils ne gagnaient rien dans cette collaboration avec l'Occident. Et vous voyez qu'ils veulent remettre les choses par une dictature. Et ce sont des coups d'État. Ce sont des coups d'État et tous les trois présidents qui sont là ont accédé au pouvoir par des coups d'État. Est-ce que vous appelez tous les autorités est-ce que vous appelez les dirigeants africains qui veulent remettre de l'ordre à passer que par les coups d'État? C'est une voie obligée, c'est mon opinion personnelle. C'est un passage obligé. Nous avons besoin de dictateurs éclairés. Aujourd'hui, quand... Éclairés, j'insiste. Éclairés. Ça veut dire qu'il y a dans ce dictateur une vision globale de la société et qui soit sincère. Qu'il n'y ait pas de préférence de petits groupes, de préférence ethnique ou de préférence de toute autre nature qui mettent la population en danger. Mais le grand problème auquel nous faisons face aujourd'hui, en Afrique, je pense, est que nous ne savons pas en qui faire confiance précisément si nous devons donner la chance à ces personnes dont vous dites des dictateurs éclairés. Non, ne dites pas cela. Vous savez, c'est... Parce que si vous dites cela, ça veut dire que vous niez, okay. Vous niez l'intelligence collective. Nous sommes 100 millions. Nous manquons vraiment de personnes intelligentes. Mais il faut les laisser parler. Il faut accepter d'abord d'écouter et ne pas être obnubilé par des préjugés qui soient de toute origine, des préjugés d'ordre tribal, des préjugés d'ordre religieux, des préjugés de tous autres ordres. Il faut d'abord écouter, dénuer, d'abord être pur, être, je dirais même un peu naïf. Mais la vie ne fait pas le moine, comme on le dit. Oui, mais c'est d'abord écouter, c'est d'abord voir quel est le meilleur discours qui peut être pris. Parce que c'est possible. C'est possible d'entendre un discours qui puisse intéresser une majorité de la population. Écoutez, les artistes nous le montrent. Vous avez un Fally Ipupa, ou vous avez n'importe quel autre artiste qui se met sur un podium et qui met d'accord une vendeuse de beignets et un savant de l'université, et tout le monde chante la même chanson, et tout le monde est d'accord, et tout le monde danse. Mettons cette idée sur le plan purement intellectuel. Il y a des personnes qui ont le verbe et qui ont la vision. Le verbe suit la vision. Ils savent toucher les cœurs. Parce que dans cette génération congolaise, vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un... Dire qu'il n'y en a pas serait insulter. Qui peut réunir. Dire qu'il n'y en a pas serait insulter l'intelligence collective. Dire qu'il n'y en a pas serait injurier l'intelligence collective. Non, ne dites pas cela. Il y a dans toutes les populations. On a eu un jeune, Joseph Kabila a commencé très jeune. Bon, je ne cite pas, je ne voudrais pas citer de nom. Bien sûr, mais quand même c'est un exemple très piquant. Il a commencé avec des discours qui réunissaient les gens. Mais aujourd'hui, nous en sommes nous. Moi, je ne sais pas. Vous dites qu'il réunissait les gens. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que vous avez bien observé la société? Nous étions dans une époque terriblement difficile. Nous étions dans une époque où
le discours de Laurent Désiré Kabila, qui avait réussi à captiver. Nous étions dans une époque où ce monsieur avait été lâchement assassiné. Nous étions dans une époque de peur. On nous disait que le pays allait s'effriter. On nous disait qu'il fallait mettre d'accord des gens qui, en général, ne pouvaient pas être d'accord. On les a mis ensemble. On les a forcés à nous faire croire quelque chose. Est-ce qu'on a eu quelque chose? Est-ce qu'on a eu quelque chose? Moi, je n'ai pas vu de discours à cette époque-là. Est-ce que dans le gouvernement actuel, en RDC, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des jeunes ou des personnes qui reflètent cette linéarité primaire, cette dictature? Mais il y en a certainement. Tous ces gens que nous voyons, tous ces gouvernants que nous voyons. Il y en a. Et quand vous les entendez, ils ont certainement de la suite dans leurs idées. Le problème, c'est que le système qui existe depuis la pré-indépendance, le système est tellement fort qu'il engloutit toutes les tentatives positives. Le système que nous avons, il faut vraiment quelqu'un de fort qui puisse le casser et l'inverser. Pourquoi Laurent Désiré Kabila a-t-il été tué? C'est parce que ceux qui nous gouvernent depuis l'extérieur ont supposé qu'il était capable d'inverser le système. En fait, moi je ne condamne pas tous les présidents qui sont passés l'un après l'autre. Je trouve que tout le monde a été victime d'un système que personne n'a jamais maîtrisé. Et après Mobutu, dont vous louez... Non, je n'ai pas dit que je louais Mobutu. J'ai dit que Mobutu avait commencé. Mais le système qui est consolidé, qui est formé par l'extérieur, pour nous maintenir dans un état de pauvreté, ce système-là est toujours fort et Mobutu en a payé les frais. Si ce système est toujours fort, c'est qu'il y a des dirigeants qui respectent ce système. Ils sont obligés. Alors vous voulez dire que nous sommes dirigés par des marionnettes? Écoutez, c'est vous qui dites ce mot, hein? Moi, j'ai dit simplement que nous sommes tous victimes d'un système. Le système qui vient de l'extérieur? Oui, et c'est malheureusement l'extérieur. C'est malheureusement l'extérieur qui nous dirige. Mais écoutez nos représentants, écoutez nos dirigeants. Quand ils veulent gagner une bataille, une guerre, ils vont aller négocier à l'extérieur. C'est-à-dire, les systèmes extérieurs nous dirigent par l'entremise de nos dirigeants. Vous l'avez dit. Alors pourquoi ne pas admettre que nous sommes dirigés par des marionnettes? Est-ce que vous pouvez dire cela? Est-ce que vous êtes entré dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur de ceux qui nous dirigent? Est-ce que vous n'avez pas pensé une minute que ceux qui nous dirigent le font avec le mal dans le ventre, le mal dans l'esprit? Ils ont mal. Est-ce qu'ils ne souffrent pas? Est-ce que vous avez imaginé... Je pense que la question aussi serait, est-ce qu'ils ne se sentent pas bien? Mais je pense qu'ils ne se sentent pas bien. Je pense qu'ils ne se sentent pas bien. J'en suis même convaincu. Parce qu'ils sont prisonniers d'un système qu'ils ne savent pas démanteler. Vous voulez dire qu'ils culpabilisent? Tout à fait, moi c'est mon point de vue. Je pense que les uns après les autres culpabilisent. Alors, qu'est-ce que vous reprochez de manière personnelle à ce que nous appelons démocratie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous reprochez à cela? Mais d'abord que ce n'est pas une démocratie, parce que c'est une dictature imposée depuis l'extérieur, par des fausses
élection. Ok. C'est dans toute l'Afrique. Hein. Je ne parle pas du Congo-Zaïre. Hein. C'est dans toute l'Afrique. Les Congolais savent aujourd'hui que nous sommes en République démocratique du Congo. Oui, c'est une nomenclature. Et vous dites que nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est une nomenclature pure et simple. Une démocratie. Je vais vous donner un exemple. Un bête exemple. Je suis dans un pays extérieur. Je suis dans un week-end, samedi ou dimanche, j'ai besoin d'argent. Je dis, ah tiens, il y a des ATM dans le coin, je vais prendre ma carte bancaire, je vais chercher un peu d'argent. Je trouve une file. Je me mets dans la file. Tout le monde trouve normal que je me mets dans la file. Et puis derrière moi, c'est une histoire vécue, derrière moi viennent des personnes. Après, je découvre que parmi les personnes, il y a aussi un ministre qui, dans sa vie privée, avait besoin d'argent. Il a fait la file. Comme tout le monde, il était derrière nous. Ils respectent ça. Oui. Il n'est pas venu avec tambour et trompette, avec gyrophare, avec klaxon et tout. Il est venu tout seul. Il a fait la file comme tout le monde. J'ai su que c'était un ministre parce que les gens l'ont reconnu et c'est leur ministre, ils l'ont reconnu, ils l'ont appelé, ils ont parlé avec lui. Un peu bon enfant, une ambiance bon enfant. Alors je m'imagine que cette discipline n'est pas encore possible chez nous. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour imposer ce système. Mais je pense il faut une éducation collective, que chacun comprenne son rôle et joue sa partition. C'est tout. L'école de Palo Alto l'a dit, en communication. Et c'est Erving Goffman qui le dit. Nous devons jouer chacun sa partition et le système va très bien fonctionner. Notre pays est un système. Si chacun joue sa partition, comme un acteur joue exactement son rôle, mais la pièce va devenir intéressante. Alors si aujourd'hui on acceptait de faire un pas en arrière pour approuver la dictature éclairée, comme vous le dites, quelle serait une perspective de rupture avec cette dictature? Mais écoutez, d'abord, non, je préfère regarder ce qui se passe ailleurs, et c'est un exemple. Regardez ce qui se passe à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Regardez, prenons tout simplement le Burkina Faso. Ce jeune homme qui renverse tout, qui a trouvé, qui a frappé, qui a mis ses pieds dans la fourmilière, qui balance tout d'un revers de la main et qui recommence la musique avec ses propres codes. Mais est-ce que un jour, moi je pense que la question que je vais poser, c'est que parfois je pense que si nous acceptons, si nous donnons la chance à ces dictateurs éclairés, comme vous le définissez, nous aurions peut-être des difficultés un jour de nous en débarrasser. Parce que avec la plupart des Africains, l'esprit africain très souvent, quand on donne du pouvoir à une personne, c'est là qu'on voit sa véritable face. Il a envie de s'éterniser au pouvoir, de passer beaucoup de temps au pouvoir et de faire tout ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça la dictature éclairée. Moi, je parle de la dictature éclairée, celui qui a une vision. Mobutu a commencé aussi avec la dictature éclairée, oui, comme vous l'avez dit, et il a mal fini. Mais c'est parce que Mobutu lui-même n'avait pas maîtrisé le système qu'il avait placé au pouvoir.
En fait, quand je vous dis que Ibrahim Traoré donne un coup de pied dans la fourmilière, ça veut dire qu'il n'est pas placé. Il vient par la force, avec sa vision. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des coups de force, mais je prends des exemples qui vous montrent que la linéarité est un point de départ intéressant, important. Pour instaurer une bonne démocratie. Une bonne démocratie. Okay. Maintenant, vous avez raison, il y a un danger. Celui qui vient et qui s'installe par la force pour installer des valeurs positives peut être tenté de rester, et le pouvoir s'étant allongé, on peut arriver à des abus de pouvoir, on peut arriver à des situations d'incompétence, parce que le pouvoir use. Là, vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faudrait que la Constitution aussi, qu'il y ait une Constitution qui soit respectée et qui dise, bon, nous donnons un temps et on ne bouge pas ce temps. Alors pour finir justement, est-ce que vous pouvez énumérer quelques impacts positifs d'une dictature éclairée, mais aussi quelques impacts négatifs? Écoutez, il y a eu de très grandes dictatures qui ont eu beaucoup d'impacts négatifs. Mort d'hommes, des crimes de toutes sortes, mais on a vu, au-delà de ces crimes, on a vu des autoroutes apparaître, on a vu des usines apparaître, on a vu une économie florissante. La plus en vue, moi j'ai beaucoup d'admiration pour M. Poutine. Okay. Voilà quelqu'un qui a dit, si je laisse faire ce jeu de faux, c'est quand même le plus grand pays du monde. Vous le saviez? Oui. 17 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas la même chose que la France. Ce pays est étendu de l'Europe en Asie. Et vous pensez que l'Europe peut intimer l'ordre à Poutine de passer à une démocratie? Alors, c'est-à-dire qu'en Afrique, il nous faut maintenant des gens qui ont la pensée de Poutine, les comportements de Poutine. Ben, il y en a, même aujourd'hui il y en a. Mais ils sont prisonniers du système occidental. Merci beaucoup, professeur Jean Kipongou. Alors là, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie aussi. J'espère que mon discours a été simple. Je pense que les téléspectateurs ont compris ce que je voulais dire. Je ne suis pas venu ici pour rebeller les populations et demander qu'il y ait des dictateurs. Je dis simplement qu'il y ait des coups d'État. Ou des coups d'État. Ce n'est pas ça mon propos. Mais peut-être que mon propos peut donner des idées aux dirigeants actuels. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, c'est bien par ici que nous terminons le rendez-vous d'aujourd'hui, Voix de la pensée, la voix de la pensée. Ça a été un immense plaisir de vous savoir de la partie, de nous suivre du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec le professeur ordinaire Jacqueline Pungumlenda sur la question de savoir, dans le contexte congolais aujourd'hui,
le paradigme linéaire peut-il, comme la dictature comme paradigme linéaire, est-ce que ces régimes dictatoriaux peut être considéré comme un parchemin vers le progrès social et politique? Et c'est par ici que nous terminons ce programme. Je dis merci à toute la grande équipe de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin. J'ai dit merci à Vianney Lukoussa pour le cadrage. J'ai dit merci à Prince Mwamba qui était du côté de la technique. Merci à toute la grande équipe de l'administration. J'ai dit merci à Pachia Malila. Merci à Godefroy Ambouyou. Merci à Hervé Nyandou. Merci à Trésor Chibanda. Et finalement, j'ai dit merci à l'apôtre Jimmy Faya pour la grande vision qu'il a pour la nouvelle génération. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de La Voix de la Pensée. Au revoir. Fermez les yeux un instant, imaginez un lieu où chaque idée compte, où chaque question trouve son écho et où les esprits curieux se rencontrent pour explorer le monde sous toutes ses formes. Bienvenue dans La Voix de la Pensée, une émission qui n'est pas seulement un espace de discussion, mais un voyage au cœur de la réflexion. Ici, nous plongeons dans les grandes questions de l'existence, de la société, de la spiritualité, de la foi, le mystère et avancée de la science, mais aussi les trésors de la littérature. Voix de la pensée est un échange avec tous ceux qui veulent aller plus loin que la surface, les libres penseurs, les poètes qui sculptent le mot, les philosophes qui interrogent le sens de la vie. Suivez-nous sur Faya Télévision chaque samedi à partir de 16h05 et chaque lundi à partir de 10h05 pour la rediffusion.